Bienvenue dans Vie de mère. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison Et moi, Margot Alquier. et dans ce podcast, on part à la rencontre des mères de toute la France. Notre but, Remonter à la racine de leur engagement, comprendre leur quotidien leurs difficultés et la réussite. et peut-être Vous donner envie de vous bouger, vous aussi, pour votre commune. vie de mère. C'est une sacrée vie de mère. En 2021, Philippe Rio, maire de Grigny, est élu meilleure maire du monde. Nominée à côté de Washington, Buenos Aires, New Delhi. C'est l'étonnement pour cette ville de l'Essonne de 26 000 habitants, de celle que l'on appelle ville populaire, marquée par des décennies d'abandon, où 44% de la population vit sous le seuil de pauvreté, où seulement un jeune sur 4 décroche son baccalauréat, où le traitement médiatique qui en est fait n'évoque que trop souvent violence et délinquance. Philippe Rio est un enfant de Grigny. Il a grandi dans ces grands ensembles, construits autoritairement dans les années 60, témoin de cette aberration urbanistique dont Grigny paye encore l'addition aujourd'hui. D'abord militant associatif pour lutter contre les mesures d'expulsion, puis conseiller municipal à 21 ans, adjoint à la jeunesse, pour enfin devenir maire en 2012, son parcours d'engagement se mélange à celui de sa ville. Diplômé en urbanisme, il est un maire qui réinvente les politiques publiques. Cité éducative, diplomatie des villes, reconstruction de la dignité collective. Les défis de sa ville sont grands. Comment réinventer du lien social dans une ville où l'histoire a superposé des quartiers qui ne se parlent pas? Comment offrir à chaque enfant de Grigny les conditions pour apprendre, s'élever et croire en son avenir? Comment permettre à des jeunes de la ville de se sentir reconnus, soutenus et attendus dans la société? Alors avec lui, on a parlé de transmission, de politiques éducatives, d'innovation locale, et plus que d'être le meilleur maire du monde, de ce que signifie réellement être maire pour un monde meilleur à l'échelle d'une ville. Bonne écoute! Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui à Grigny, dans votre commune. On va commencer en revenant sur votre enfance. Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez petit? Footballeur? C'est vrai? Bah oui. Alors? Eh ben non, ça va marcher. Pas assez bon. Du coup, vous êtes dirigé vers un autre sport, la politique. Non, pas du tout. C'était pas. Je rêvais pas de la politique, même locale, en me rasant le matin. Même si quand on est petit, on se rase pas. En me brossant les dents, voilà. Je ne rêvais pas d'être maire en me brossant les dents le matin. Non, non, j'ai un parcours un peu. C'est pas la ligne droite, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce chemin sinueux? Elle est faite de rencontres de militants associatifs, de la citoyenneté et politique, dans la cage d'escalier, dans le hall, dans la rue, dans le quartier. Et j'ai trouvé que ces invisibles-là de la citoyenneté, des personnes très inspirantes, qui ne sont pas à la recherche de titres, de galons, qui donnaient du temps aux autres, ce que font beaucoup de Français, somme toute, étaient déjà remarquables. Et donc, voilà, j'ai des instituts remarquables, des dirigeants sportifs remarquables, des éducateurs sportifs, et puis des militants associatifs qui, voilà, à un moment de la vie, ont été tout ça à des moments importants. Et donc, c'est la succession de ces rencontres qui m'ont amené vers ce truc-là, à petit. Voilà, j'ai été engagé associatif, puis politique, et puis j'ai fait des études. Je pouvais bien vivre tranquillement, avoir des Qu'est-ce que vous week-ends avez, trop cool. qu'est-ce que vous avez fait comme étude? J'ai terminé, après un parcours aussi un peu pas linéaire, par un master 2 à Sciences Po en matière d'urbanisme, de développement local et d'aménagement du territoire. Donc, tout un tas de choses qui, j'imagine, vous sont très utiles aujourd'hui. Ouais, quand même, beaucoup. Donc, dans quel environnement est-ce que vous avez grandi? Vous avez grandi ici, à Grigny? J'ai grandi à Grigny, dans le beau quartier de la Grande Borne, le mythique quartier de la Grande Borne. Alors, peut-être est-ce que, pour que nos auditeurs là, se 4 projettent un 000 petit peu, logements. est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama de la ville? La ville de Grigny, un petit village au bord de Seine qui comporte 6 000 habitants jusque dans les années 60, qui connaît une extraction du sable
près de la Seine, qui, sur son plateau, connaît, une extraction de pierre meulière qui a été très utile pardon, pour construire le métro de Paris, qui a fait venir une population, italienne dans les années 20-30, qui a fait que Grigny s'appelait la Petite Italie, puisque la moitié de la population était italienne. On avait même une rue de Rivoli, comme à Paris. Heu Passé, elle a été supprimée cette rue? oui, après 45, elle s'est appelée la rue du 8 mai 1945. Mmh. La libération dans beaucoup de villes. Chasser les Italiens. Non, ils sont encore là, ils sont encore là. Et donc ça, c'est la ville avant l'explosion urbaine. Explosion urbaine, urbanisme autoritaire de l'État qui décide de construire 2 cités. Une petite cité de 8 000 logements qui s'appelle Copropriété de Grigny 2, première zone d'aménagement concerté de France, qui sera limitée au final à 5. Et le quartier de la Grande Borne, confié à un architecte, Émile Ayot, qui a construit la ZAC de la Noé, qui a construit les Courtières à Pantin, qui a construit d'Abreuvoir à Bobigny, et puis il a œuvré aussi à Forbach, en Moselle, avec une conception de bâtiments en spaghetti, des nouilles, chacun décidera. En tout cas, un grand quartier de 4000 logements en R+4, pas très haut, qui est très différent des grands ensembles des bars et des grandes tours. Et donc, mes parents arrivent en 1974, en décembre 74, puisque j'arrive et j'ai déjà un grand frère et bien évidemment le studio est trop petit. Et donc mes parents arrivent de Paris pour avoir un logement digne, propre, avec salle de bain, truc de dingue. Et donc j'arrive place aux Herbes, j'y reste 5 ans et ensuite dans le quartier du Méridien. Et donc je vais à l'école de l'Autruche, au collège Jean Villard et puis voilà, je reste une grosse vingtaine d'années dans le quartier de la Grande Borne. Et donc 1965, l'État décide de construire 2 grands ensembles et la ville passe de 6 000 à 26 000 habitants en 5 ans. Ce qui est unique en France et c'est ce que nous sommes en train de réparer. Parce que cette croissance trop rapide a été faite sans avoir pensé les équipements publics. Et donc dès 1974, la ville de Grigny est sous tutelle financière parce que les écoles n'ont pas été prévues dans ces opérations d'aménagement. Et donc la ville a dû s'endetter pour faire des écoles et accueillir les enfants qui arrivaient en masse. D'un côté, 8 000 logements limités à 5 000 et de l'autre 4 000, ce qui est complètement hallucinant. Alors pour revenir un petit peu plus à vous et à la construction de votre engagement, est-ce que vous vous souvenez de la première émotion que vous avez ressentie qui était liée à la politique? Waouh, 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 waouh. La première émotion politique. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je suis très attaché à ce qu'on appelle les invisibles ou les essentiels. C'est des gens qui m'inspirent encore aujourd'hui, les gens du quotidien. Cet après-midi, j'étais dans un espace à la Grande Borne avec une association qui fait un vestiaire solidaire. Et moi, c'est des gens, encore une fois, qui m'inspirent plus que des grands noms, des personnalités. Parce que je suis né comme ça. C'est ces gens-là qui m'ont appris l'engagement. Et je trouve que ce premier pas de l'engagement, il m'inspire encore aujourd'hui. Et donc, le premier acte politique majeur, ça a été une manifestation contre des expulsions locatives pour empêcher une famille de se faire expulser de chez elle. Là, vous avez quel âge à ce moment-là? J'ai 18-20 ans. Quelques années auparavant, ma famille est concernée par ce phénomène-là d'expulsion locative. C'est là que je rencontre les militants aussi du droit au logement. Qu'on appelait et qu'on appelle toujours CNL. Et donc, je trouve que des gens qui pensent que l'intérêt général, ça a du sens, qui ont une droiture intellectuelle, qui ont une solidité de l'engagement, défendent leurs voisins sur des choses qui paraissent inhumaines, en tout cas qu'ils considèrent profondément inhumaines. Et donc, j'ai failli, moi, vivre ça. Et puis, ça a été mon premier acte, je crois, militant. Comment ça failli? J'ai voilà, difficulté dans la famille, on allait au Resto du Cœur, on allait, au don de Noël du Secours populaire ou de la ville, du centre communal d'action sociale.
des moments très pas simples qu'on a vécus. Et donc, à un moment, oui, il y avait un problème de dette de loyer, en fait, de dette locative. Et donc, on était concernés par cela. Et donc, c'est là où j'ai rencontré des militants qui se sont engagés, encore une fois, sans recherche de caméra, de galons, de reconnaissance, mais juste par humanité. Toute simple, cette humanité de proximité, de quotidienneté, qui existe dans les quartiers populaires, qui existe dans la ruralité, qui existe partout, et qui est très pure en fait. Cette pureté de l'engagement, vous avez l'impression que vous avez réussi à la conserver? En tout cas, c'est quelque chose sur lequel j'attache énormément d'attention. Je m'interroge bien évidemment si on continue à rester dans une de droiture intellectuelle et de solidité de l'engagement. Voilà, monde politique, on peut faire des bêtises, on peut être amené à faire des choses pas bien. Il faut rester droit, faut rester humble. Et Grigny, de toute façon, vous rappelle, c'est un territoire qui est d'urgence et de violence. Et donc Grigny vous rappelle toujours que on ne peut pas s'envoler, on ne peut pas dévier. La réalité nous rappelle trop à la réalité. Et c'est ça que j'aime d'ailleurs. Vous avez, un exemple de moment où vous avez été rappelé à cette réalité et où vous avez dû justement, conserver cette forme de colonne Le vertébrale? regard des gens sur la fonction de maire, des fois, elle peut troubler. Tu vois, vous êtes le maire, voilà, vous avez le droit, vous avez accès à tout. Alors, l'imaginaire et le mythe sont assez hallucinants, hein. D'ailleurs, c'est très drôle quand on va dans les classes d'enfants, quand il y a des classes qui nous demandent de rencontrer le maire. Alors, monsieur le maire, vous avez quoi comme voiture? Vous gagnez combien? Il est où votre château? Donc ça, c'est la parole des enfants. Donc elle est un peu effectivement biaisée, mais en fait, on retrouve chez l'idée des gens, l'idée selon laquelle, parce que les hommes politiques, c'est pas les gens les plus aimés dans ce pays, quoi. Et donc, d'ailleurs, tous les derniers sondages montrent que même si l'image du maire sort encore un peu du lot, pardon, elle est affaiblie. Et la confiance de la population française vis-à-vis de leurs élus politiques, elle n'est pas au top, voire même elle est très dégradée, quoi. Donc, et pour autant, on peut jouir pour certains. Certains pensent que nous sommes tout puissants, en fait. Des fois, les enfants, ils nous disent: «Ah, c'est vous le président de la République?» Non, je suis pas président de la République, j'ai pas le bouton nucléaire, et en fait, on a des moyens d'action, des leviers, mais somme toute, des fois, il faut aller négocier avec la préfecture, avec le conseil départemental, avec la région. Là, quand on comprend ça, on comprend qu'on vit dans un système extrêmement complexe, et que si on connaît pas les codes, c'est très compliqué. Hem, donc voilà, il y a cette question, il y a le regard des gens, heu, ce truc improbable qui nous est arrivé, d'être meilleure mère du monde à pour certains, «Waouh, vous êtes le meilleur mère du monde, mais alors, vous pouvez tout réaliser». Bah non, on n'est pas un super-héros, quoi. Donc des fois, ouais, la limite du maire super-héros, surtout quand on réussit des trucs un peu, sympas, on se dit: «Tiens, on peut tout réaliser», et donc il faut faire attention à l'euphorie, populaire. Des fois, elle peut faire tourner un peu la tête. Mais non, mais à Grigny, ça c'est impossible parce que les gens, ils me rappellent, constamment à ça. Et il y avait des figures inspirantes, dans votre famille? Est-ce que vos parents étaient, des personnes engagées? Non, 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 moi j'étais militant, politique avant eux. OK, donc c'est vraiment, comme C vous dites, c'est Bah oui. ce que vous appelez ces invisibles, ces Ouais, personnes ces engagées dans le rencontres, ces quartier rencontres humaines qui, qui ont forgé, ouais, cet engagement. absolument. Alors justement, on va y venir. Comment est-ce que, enfin, quels sont vos 1ers engagements? Comment est-ce que vous faites, vos 1ers pas dans ce grand bain de l'engagement? Je rencontre, l'équipe municipale de l'époque, on est dans les années 90. Lorsque la ville décide de reprendre en main, sa destinée urbaine. Quand on est maire, on gère le quotidien, mais on essaie d'avoir une vision. Et donc, l'équipe, lance une opération «Faisons la ville ensemble». Comment, après avoir subi de manière autoritaire de s'être fait imposer 2 grands ensembles, sans centre-ville, sans école, sans commissariat, enfin c'est encore une fois unique en France, et complètement hallucinant. Comment une population
qui a résisté, hein. Passer de 8 000 logements à 5 000 logements, ce sont des résistances populaires dont la mairie était très présente. Les malfaçons à la Grande Borne était desservie par rien. Il n'y avait pas une activité économique à côté. Il n'y avait pas de travail. C'était éloigné de tout à l'époque, la Grande Borne. Et donc, là aussi, des mobilisations sur les malfaçons, sur plein de choses qui dysfonctionnaient. La Grande Borne, pendant 2 3 ans, a été sans gestionnaire, qui est tombé en faillite. Et donc, il n'y avait plus personne enfin, à qui on payait son loyer. Enfin, des trucs complètement aberrants. Et si je vous parle de Grigny 2, alors là, c'est le summum de l'aberration où même l'État ne savait pas les permis de construire, ne savait pas quel logement allait sortir de terre. Et c'était un promoteur privé qui faisait ce qu'il voulait quand il voulait. Ouais, c'est la question que j'avais Ouais. posée. Ces logements, en fait, ils appartenaient à qui? La Grande Borne, un bailleur social, D'accord? et Grigny 2 de la D'accord, copropriété. ok. Mais le promoteur qui construit Ouais. est tout puissant. L'État ne sait pas ce qui se passe et la ville non plus, encore moins, puisque à l'époque, encore une fois, c'est les lois de décentralisation de 81-82 qui donnent un pouvoir d'urbanisme au maire. Mais avant, le maire, il avait rien. Et la ville, d'ailleurs, s'est opposée à Grigny 2 et à la Grande Borne sur des questions: où sont les équipements? Comment on va accueillir les enfants? Pas de gymnase, pas de maison de la jeunesse et de la culture pour accueillir les jeunes, et puis surtout pas d'école. Donc, votre question, c'était quoi déjà? J'en fais un tour là, je me suis perdu. Ça m'arrive C'était des comment? fois. Est-ce que vous vous êtes engagé Ah oui, et pour donc la ville rencontrer l'équipe décide, municipale? lance une opération qui s'appelle Faisons la ville ensemble et convie la population à réfléchir au devenir de Grigny et notamment entre la Grande Borne, Grigny 2 et le village, qui sont en fait 3 villes à elles seules. C'est des quartiers qui ne communiquent pas ensemble. Il n'y a pas d'identité de la ville. Les élus de l'époque, le maire de l'époque, décide de lancer ces ateliers pour notamment faire un centre-ville. Et faire un centre-ville qui doit relier l'ensemble des quartiers et de faire ville ensemble. Et pas uniquement 3 quartiers avec certains qui se sentent villageois, d'autres de Grigny 2 mais qui ne parlent pas à ceux de la Grande Borne parce qu'il y a l'autoroute entre les deux. Et puis c'est du logement privé contre du logement social. Et puis c'est le village. Et donc, comment on fait ville ensemble? Et je pense que si je faisais études d'urbanisme, à la fin, c'est peut-être pas un hasard, quoi. Ok, donc à ce moment-là, vous vous engagez dans l'équipe municipale, Non, vous je vous en m'engage pas. rapprochez. Je participe. 1995, je suis remplaçant. Sur la liste de 95, on me demande parce que je À ce participe. moment-là, vous êtes jeune, vous avez quoi, Ouais, 21 ans? C'est ça? bravo, c'est ça. Oui, j'ai 21 ans. Je suis encore à la fac. Je suis à Nanterre. Je suis en ce qu'on appelle aujourd'hui un licence 3 et master 1 en géographie urbaine. Et donc, oui, oui, je suis remplaçant. En 98, suite à un décès et un départ de conseillers municipaux, je deviens conseiller municipal. En 2001, maire adjoint à la jeunesse. 2008, premier adjoint, urbanisme, développement éco, transport, blablabla. Et 2012, maire. Ok, et tout ça, ça se fait dans une forme de continuité qui va de soi. Ouais, Qu'est-ce- ils m'ont un peu pris la tête pour être maire. Ah oui, on vous a demandé. Oui, bah oui, oui, on me dit, tiens, bah voilà, est-ce que ça t'intéresse? Bah non, 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 j'ai mis un peu de temps à me décider voilà, oui, oui, honnêtement. Bon, C'est lourd comme truc, hein? Bah Ça oui, fait un peu j'imagine, ouais. flipper, hein? Parce que donc, en fait, vous devenez maire en 2012. en 2012, en cours de mandat, Ouais. c'est ça? Donc comment ça se passe Conseil municipal. le Ça- maire décide, se dit bon, moi j'ai envie de passer la main, Oui, et conseil municipal, et c'est votre nom qui émerge. ouais, ça se travaille un peu sur de passation de pouvoir, Alors comme partout. comment ça se passe? Nous, on veut des Ben, détails croustillants de. non, il n'y a pas de détails croustillants, mais d'abord, il y a des évidences. J'étais premier adjoint, j'avais arrêté de travailler. Je prenais ma place dans un collectif que je connaissais bien, puisque je connaissais l'ensemble des projets. J'étais un enfant de la ville. Je n'ai pas l'impression de faire beaucoup d'erreurs. Et donc, il y a un climat de confiance qui s'est fait au sein de la majorité municipale. Et quand on crée ce climat de confiance avec l'ensemble des élus, effectivement, lorsqu'il y a un vote, bah, les choses se font. Et l'ancien maire m'a effectivement adoubé, comme on dit, pour dire, bah voilà, moi j'ai fait 25 ans, j'ai fait mon temps,
Par contre, je lui ai dit: «Écoute, au prochain mandat, si je regagne en 2014, tu vas rester avec moi parce que moi, il y a beaucoup de boulot, il y a trop de boulot, donc tu vas rester avec moi» et j'ai un ancien maire qui est resté maire adjoint. Je lui ai demandé d'être maire adjoint, d'avoir une responsabilité et de suivre des dossiers parce que Grigny, c'est compliqué, il y a 1000 défis, quoi. Donc vous arrêtez de travailler en devenant, 1er adjoint? Ouais, Parce que, beaucoup trop chronophage, bah, j'imagine? parce que oui, chronophage, Vous faisiez quoi? bah, Vous j'étais étiez urbaniste? bah, ouais, je bossais dans des structures, publiques et parapubliques. J'ai bossé pour de vrai pendant 10 ans. J'étais salarié, voilà, pendant 10 ans, j'ai été salarié, voilà, dans des structures publiques, qui travaillaient en région Île-de-France. D'ailleurs, je retrouve des anciens collègues des fois dans ma vie, voilà, de maire. C'est très drôle. Non, non, donc j'ai bossé et puis, il est vrai que la dimension urbaine à Grigny est extrêmement importante et donc, je m'étais pris de passion pour cette activité, d'urbanisme, de faire la ville et ça tombait bien, il y en a une à faire, quoi. Donc, il y avait un projet qui était sur les rails, il y avait, des grandes orientations que je partageais, des valeurs que je partageais et donc, j'ai l'impression d'en faire, autrement qu'avec des plans à dessiner. C'est plus moi qui dessine. Par contre, on est ce qu'on appelle maître d'ouvrage et c'est nous qui orientons, décidons, enfin, tant que faire se peut dans un système d'acteurs un peu complexe. Donc voilà, je trouvais aussi une forme d'expression, sur les valeurs et puis sur, ouais, sur une orientation, en matière d'urbanisme qui était très présente. Et donc 2014, comment se passe votre première campagne en tant que tête de liste? Ça change, le statut change évidemment quand on est tête de liste. Après, le souvenir, là, dans ces moments, quand c'est votre première élection, quand on passe en cours de mandat, la première élection, vous êtes mis à l'épreuve. D'abord des oppositions municipales, parce qu'ils se disent tous, c'est maintenant qu'il faut le faire tomber, sinon il va s'installer. C'est comme ça la vie politique. Moi, je le vis plutôt bien. Je suis entouré, hein. Vous savez, on a l'image du maire ou de la vie politique comme un sport individuel. C'est pas vrai, c'est un sport collectif. Donc moi, il y a toujours eu des équipes autour. Moi, j'étais d'abord dans des équipes, j'étais au service d'eux. Hem, j'ai monté tous les grades, tous les échelons un à un, donc je connais un peu. J'ai fait ce parcours, je suis parti de zéro, dans la vie militante comme dans la vie politique, en fait. Et donc, bah, j'avais déjà organisé ou participé à l'organisation d'élections, donc je savais ce que c'était. Par contre, oui, quand on est, numéro 1, c'est un peu différent. Donc pas de chamboulement majeur dans votre vie au moment où, Non, après, oui, non, dans la vie perso, oui, ouais, c'est à ce moment, tu vois, j'ai des enfants en 2007 et 2010, donc voilà, ça c'est donc ils pas étaient pareil, petits au c'est moment père et où, mère, quoi. ouais. Oui, oui, c'est petit, mais donc voilà, là aussi, mes collègues, je dis: «Écoutez, je ne serai pas un maire comme avant où on est, 24/24, quoi». Donc vous arrivez à vous ménager du temps, pour J'arrive, cultiver? on essaye. Voilà, je sais pas si on y arrive, on fera le bilan à la fin, mais on essaye de oui, oui, d'être plus présent pour, cette partie, importante. Alors tout à l'heure, vous parliez de, faire ville ensemble, qui est, le moment où vous êtes, tellement vous avez commencé à vous engager. Là, aujourd'hui, on est, 35 ans plus tard, c'est ça? 30 ans plus tard. Quel est le bilan de tout ça? Est-ce que Grigny a réussi à faire ville? Je pense que oui, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Parce que les fragilités et les vulnérabilités de la société d'aujourd'hui sont beaucoup plus fortes que celles du début des années 90, que le monde a changé, que Grigny a changé, que les Grignois aussi ont changé. Mais que, faire ville aujourd'hui, est une réalité physique en tout cas, par un centre-ville qui est sorti de terre, par des transformations dans le quartier de la Grande Borne, par un quartier de Grigny 2 qui commence enfin à se transformer. Et donc que l'identité, d'habiter toutes et tous dans une même ville et pas uniquement dans le village à Grigny 2 ou la Grande Borne, devient une réalité, même si chaque quartier a son identité. Il faut qu'elle la garde d'ailleurs. Mais oui, oui, je crois qu'il y a... on arrive à toucher du doigt ce que veut dire faire ville ensemble. Nous avons des manifestations qui réunissent tous les Grinois. Et nous avons aussi, même si le regard sur Grigny reste difficile de la part de l'extérieur,
Parce que d'abord, on est une ville populaire, une ville de banlieue, et que les Français et les territoires de banlieue, les quartiers pop, d'un regard plutôt négatif, que les biais médiatiques sont toujours présents. C'est quoi les plus gros biais médiatiques qu'il y a sur Grigny? Comme dans tous les quartiers populaires, violence et drogue. C'est les 2 sujets numéro un qui, qualifient, les quartiers populaires. Il se trouve que ça existe, mais ça existe aussi, de l'amour, de la joie, des rires, et ça, c'est pas médiatisé. Et on a des gens qui travaillent, on a des gens qui réussissent, et il y a des solidarités à la cage d'escalier qui sont absolument incroyables. Et donc voilà, le récit français sur les quartiers pop, est très instrumentalisé politiquement, en fait. Et donc, moi, je m'attache beaucoup à, voilà, renvoyer, l'autre réalité qui existe. La drogue et la violence, elle existe. OK. D'abord, il y a d'autres violences, il y a des violences sociales, et puis, il y a aussi des sourires, de la joie, de la réussite, et ça, dans le Grigny, Faire Ensemble, je crois que nous avons beaucoup progressé sur, nos réussites. On regarde nos réussites, il faut qu'on se redonne confiance en nous. L'estime de soi, personnellement, mais collectivement, elle est importante, et aujourd'hui, on est à une étape où, je trouve qu'on ouais, c'est un peu un Grigny qui gagne. Avec beaucoup d'humilité, on ne gagne pas en écrasant les autres. On n'est pas dans ce mode-là de concurrence, de compétition. Mais je trouve qu'on est un Grigny qui gagne aujourd'hui, et plusieurs exemples montrent que, on est regardé autrement parce qu'on innove dans les politiques publiques. Par exemple, Grigny, est à l'initiative de ce qui sera demain certainement le plus grand réseau de géothermie profonde en Europe. Grigny innove quand elle crée la cité éducative qui, se développe, comme des petits pains dans toute la France. Grigny est à la pointe de la lutte contre l'habitat indigne. Grigny aujourd'hui, en matière culturelle, une jeune Grignoise qui a commencé au service municipal de la jeunesse, a poussé la chansonnette, est disque de diamant. Elle s'appelle Ronicia. Il y a 2 jeunes de la Grande Borne qui, ont fait péter, les scores, des films documentaires et des entrées. Je parle bien évidemment de Golo et Ricci. En matière de sport, il y a 3 Grignois d'âges différents qui ont porté le maillot de l'équipe de France de football cet été. Mais non, quand on met ça cumulé, fondamentalement, les quartiers populaires et les villes populaires sont perçus comme des losers, en fait. Et on a intériorisé ça. Nous, on dit ici, on était maudits avant. On avait plein de talents, mais on n'arrivait pas. Et là, il y a une espèce de conjonction où, quand on aligne toutes les petites choses là on est en train de, voilà, et on assume, on dit bah ouais, nous on peut réussir aussi, quoi. Et ça, je trouve que moi, c'est ma plus belle. Je suis heureux comme tout, en fait. Alors, vous avez été élue meilleure maire du monde en 2021. Comment est-ce qu'on est élu meilleure maire du monde? Je sais pas. Je refais le film. 32 villes sont choisies par une fondation qui est basée à Londres. Personne ne connaissait ça en France. Il se trouve que ça fait de 20 ans que cette fondation existe, et tous les 2 ans nomme, voilà. Et avec la ville de Grenoble et Saint-Omer, on se retrouve les 3 Français, avec Milwaukee, Washington, Buenos Aires, New Delhi, etc., etc. Ah, vous vous dites, on fait partie des gros bonnets. Ouais, on dit ouah, c'était déjà la victoire, quoi. Et puis, on partait, on se dit: «C'est quoi ce truc?» On a candidaté à rien. Quand vous gagnez au loto, vous avez au moins joué, quoi. Nous, on n'a pas joué, mais on a gagné. Et donc on se trouve ça, et là, il y a un mode d'emploi, genre: «Faites des clics». On se dit, franchement, entre Grigny et New Delhi, on a perdu sur le clic. Et donc, mais on s'amuse et on se dit: «Tiens, Grigny, c'est une ville-monde». Donc une ville-monde, on va dire à tout le monde là qui est passé par Grigny, de faire un truc. Donc, nos amis italiens ont fait, nos amis en Afrique ont fait, au Maghreb, la famille un peu du côté du Laos, tout le monde a mis son truc: «Ouais, il est super le maire, machin, blablabla». Bon, ça allait pas plus loin, on trouvait ça tous très sympa. Et puis après, on a passé un cap, je sais pas pourquoi. Je sais pas, peut-être que les autres n'ont pas répondu, c'était peut-être, meilleure maire du monde par défaut, hein. On se retrouve dans le top 10. Et là, on commence à avoir des questions sur, mais alors, c'est quoi vos politiques sportives? C'est quoi vos politiques éducatives? Et puis donc moi, j'écris ce qu'on je dis: «Tiens, on va continuer à jouer, quoi». Et puis, on va pas se cacher, ce qu'on fait, on le fait, donc on va pas mentir, mais on va dire ce qu'on fait, et donc on l'écrit. Et là, on se dit: «Tiens, on dans le top 5, quoi». C'est un truc un peu bizarre.
Et je rappelle que le thème, c'était pauvreté et Covid. Et pour resituer dans le contexte, donc c'était le thème pauvreté et Covid, et moi j'ai une action à l'international. Je fais partie d'une association internationale des élus locaux, des maires, qui s'appelle Cité et gouvernements locaux unis. Et donc, j'ai été, par exemple, 3 fois à l'ONU à New York, j'étais à Genève, j'ai été 2 fois en Oui, vous faites Corée. sacrément rayonner Grigny. Donc. Ouais. Et donc, je pense que été aperçu parce que je faisais aussi de l'international sur la question du municipalisme et comment on change le réel par le bas. C'est ça le thème Donc, pauvreté Covid, j'ai une action internationale et donc il reste le top 5. Et là, j'étais en vacances au mois d'août. Je reçois un mail, j'étais dans les Vosges et on me dit bon, ben, maintenant, il faut trouver un homme ou une femme de lettres qui écrivent quelque chose, le lien entre vous et la ville. Waouh, là, ça devient costaud. Il faut aller l'arracher avec les dents, ce titre. Ouais. Et là, des fois, on a le droit d'avoir de la chance. Il se trouve qu'on avait 2 artistes en résidence. Mariam Majidi, qui a eu le prix Goncourt pour son premier livre, qui avait fait Marx et la poupée, et qui, à travers ce livre, raconte son histoire de réfugiée politique iranienne, de parents communistes qui fuient le régime des mollahs. Donc Mariam était en résidence à la Grande Borne, avait travaillé avec des enfants sur la question de l'écriture. Et donc je lui demande, elle me dit, Philippe, je suis désolé, moi là je coupe, je ne peux pas. Et on avait la chance d'avoir un poète en résidence. Le poète en résidence, c'est Bruno Doucet, qui avait traîné ses guêtres, avait écouté beaucoup de gens à Grigny 2 et avait fait des poèmes sur Grigny. Et donc il connaissait Grigny bien. Donc il savait qui j'étais, mon parcours un petit peu. Et puis il avait dessiné le parcours des gens, il a écrit un truc. Et alors ça a été le sésame en fait. Ça a été la clé, c'était le but en or. Et il a été adoré parce qu'après ils ont voulu le rencontrer lui. Et donc résultat, meilleure maire du monde. Et il se trouve que j'arrive ex aequo avec le maire de Rotterdam. J'ai dû voir passer dans des articles que j'ai lus sur vous que vous préfériez à la formulation meilleure maire du monde, donc un meilleur maire pour le monde. C'est vrai. Et justement, j'en ai une troisième à vous proposer, donc qui est celle d'un maire pour un monde meilleur. Et la question est donc la suivante: comment est-ce qu'on rend le monde meilleur à l'échelle municipale? Ah. D'abord, c'est passionnant de vouloir changer le monde à l'échelle locale. Parce qu'en fait, on peut faire du 360 degrés. Être maire, c'est faire de l'enfance jusqu'à la fin de vie, en fait. Donc on touche tous les âges. On travaille l'espace. Matière première, c'est aussi l'espace public, le construit, le naturel, le sous-sol. Donc c'est multidimensionnel. On a un rapport à l'échelle et au temps qui nous permettent de faire. Moi, je considère que un maire, c'est un peu un artisan de tout ça. On fabrique de la politique publique. Moi, je prends mon pied à fabriquer de la politique publique, par exemple. Je trouve ça passionnant d'écouter, de regarder, d'analyser et de trouver des solutions à un problème. Fondamentalement, on fait ça aussi pour ça. Avec bien évidemment, je parlais de droiture intellectuelle, mais aussi de vision et de sensibilité politique. On ne fait pas tous de la même manière parce qu'on a aussi des sensibilités politiques différentes et des nuances qui sont parfois importantes. Et donc, non, non, on peut faire, on peut. Et encore une fois, cette histoire-là de changer le réel par le bas, c'est un peu vieux comme le monde, quoi. Je veux dire, ce qu'on appelle aujourd'hui le municipalisme, des expériences locales qui changent des parcours de vie, qui réorientent des parcours de vie, qui apportent des réponses concrètes en matière de transport, de logement, d'emploi, de formation, d'insertion, d'accueil de petite enfance, de services jeunesse, de personnes. Voilà, on peut faire de bien manger dans nos écoles. On a un levier sur tout, en fait. Et donc, c'est cette vision à 360 degrés qui est passionnante. Et vous avez vraiment la sensation d'avoir un levier sur tout? Vous ne vous sentez pas bloqué par moment Si, par bien évidemment, il y a autre des chose? complexités organisationnelles de notre organisation territoriale. On manque de moyens financiers. Pour autant, il faut pousser. Il faut pousser. Il y a aussi, moi, mon orientation politique fait que la question du combat, et de là d'où je viens,
dans un milieu pauvre, et de pouvoir changer sa réalité de vie, elle passe aussi par la question du combat politique. Et donc, oui, des combats politiques, moi j'en mène tous les jours ici, qui résonnent avec les combats de ce monde. Je voudrais bien qu'on s'arrête pour illustrer tout ça sur vos politiques en matière d'éducation, Ouais. que vous considérez comme étant la mère de toutes les batailles, à juste titre. C'est quand même le Ouais. 1er rempart, pour la lutte contre les inégalités. Ouais. Si on se dresse un petit portrait de ce qui se passe à Grigny, donc je vais citer quelques chiffres. Il y a quand même 44 des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Seulement 25 des Grignois donc qui obtiennent le baccalauréat. 50% des élèves sortent du système scolaire sans diplôme. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, là-dessus pour, essayer Ah, d'aller de l'avant donc on sur ces parlait de questions-là? complexité. Nous savons depuis très longtemps que les inégalités sociales se nourrissent des inégalités scolaires et réciproquement. Et donc, il y a un lien très puissant entre inégalité sociale et inégalité scolaire. Les chiffres que vous avez annoncés et ceux que j'ai pointés, ce sont des chiffres officiels de l'éducation nationale. Je ne les ai pas inventés. Elles ont été une découverte pour nous. Quand on objective la chose, en fait, le mal, le mot, la difficulté, c'est toujours mieux pour agir. S'il n'y a pas de diagnostic, on n'y arrive pas. La métaphore, l'allégorie avec le médecin est relativement facile. S'il n'y a pas de diagnostic, on ne peut pas soigner. Et donc, quand l'éducation nationale, l'inspection générale de l'éducation nationale met ces chiffres-là, et bien d'autres encore, la nécessité de se dire oui, l'éducation, c'est la mère des batailles, et je rajoute après la pauvreté, le père des combats, c'est le cœur du réacteur pour changer la réalité des gens et des enfants de cette ville. Améliorer leur avenir potentiellement passe d'abord par l'école. Alors, pas que, en fait, mais quand même par l'école. Et l'école ici, elle dysfonctionne. L'éducation nationale dysfonctionne. Le système dysfonctionne. Et quand je dis ça, je ne pointe pas du doigt les directeurs, les directrices, les enseignants, les enseignantes qui sont des gens qui tiennent ce pays et qui tiennent aussi les quartiers, entre autres, qui sont le service public hyper présent, ressources pour les parents, pour les élèves, extraordinaire. Et donc on se dit, hey, stop, on va faire plein d'urbains, c'est génial, on va avoir plein d'argent pour rectifier les conneries d'hier, mais si on ne travaille pas sur l'humain et d'abord sur l'éducatif, en fait, on n'y arrivera pas. On a fait un ANRU 1, on a fait des trucs super chouettes, mais le niveau scolaire, il ne s'est pas amélioré depuis. On n'a pas donné d'autres chances à nos enfants de se construire un avenir comme tout petit Français en République. Et donc, nous y avons été avec cette idée-là de se dire l'école de la République doit être exemplaire à Grigny. Alors comment Et est-ce que vous vous y êtes elle ne l'est pris? pas. Et bien là, on fait du combat politique et on interpelle en disant il faut les moyens pour faire. Et donc, très rapidement, le recteur de Versailles, en accord avec le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, décide, face à cette réalité qui était connue de tous, qui ne pouvait plus être cachée, décide, OK, on va mettre le paquet. Donc, il renforce un certain nombre de moyens, il teste des modèles d'innovation, et parallèlement, 2017, on arrive vite à la question des dédoublements des classes. Moyenne section, grande section, CP. Donc là, on bénéficie bien évidemment sur toute la ville de ce dispositif-là, puisque toute la ville est classée en REP+. Et puis, parallèlement à ça, en 2017, il y a l'appel de Grigny sur les quartiers populaires, les villes populaires. 1000 politiques et associatifs sont réunis à Grigny pour dire l'avenir de ce pays se joue dans les quartiers, et on prend une question, et c'est là où la grande histoire nationale rencontre la petite histoire de Grigny. On met l'éducation au centre du dispositif de l'appel de Grigny, et ensuite le président de la République, Emmanuel Macron, confie à Jean-Louis Borloo, qui était à Grigny, une mission de travailler sur un plan banlieue qui fait l'objet d'un rapport dont l'une des mesures phares était la création des cités éducatives, qui a donc été un peu, Grigny a été le laboratoire avec 2-3 autres villes de ce que Jean-Louis Borloo et nous, parce qu'en fait le rapport de Jean-Louis a été fait certes par Jean-Louis Borloo, des fonctionnaires étaient avec lui, mais on avait aussi
Il y avait une petite équipe de maires à ses côtés et on allait 3 fois par semaine à Paris, travailler avec les fonctionnaires, des ministères, groupe de travail par groupe de travail, pour produire des idées et produire surtout des politiques publiques rapidement, dont on pouvait rapidement les mettre en œuvre pour qu'elles aient un impact rapide. Donc on crée la cité Alors éducative, qu'est-ce que c'est la l'État s'en cité? prend, l'État dit ok, moi je prends la cité éducative. La cité éducative, c'est quoi? C'est dire que nous sommes en fait tous co-responsables de l'éducation de nos enfants. On sort quand même en disant ça, petite révolution. Certes, l'éducation nationale est au cœur de l'école, avec l'école et au cœur de l'avenir des enfants. Mais s'il n'y a pas de lien sur le temps périscolaire et extrascolaire, ça ne va pas aller. Un enfant, il passe un nombre de temps en dehors de l'école très important. Et si on n'a pas la même exigence dans l'école et hors l'école, ça demande à ce que l'école s'ouvre sur l'extérieur et que l'extérieur rentre dans l'école, non pas sur les programmes scolaires, qui restent éducation nationale. Nous, ce n'est pas notre rôle, mais il se trouve qu'une ville, elle met les locaux à disposition. Ça s'appelle des conditions de travail. Donc, on fait des belles écoles ou des mauvaises écoles. Et en fait, on s'aperçoit que tous les freins à la scolarité sont de la responsabilité des villes, en fait. La question du périscolaire, la question de la cantine, la question du soutien scolaire, la question de l'accueil en petite enfance, la question de la qualité que l'on met dans tous ces professionnels qui sont animateurs, animatrices, tout ce que l'on veut, mais qui sont en fait un écosystème éducatif local où en fait il y a beaucoup de gens qui veulent que tous les enfants réussissent. D'abord les parents d'élèves. Et il faut redonner une place aux parents d'élèves dans les écoles. Donc nous, on avait expérimenté une recherche-action d'ATD Carmonde qui s'appelle Croisons nos savoirs, qui aujourd'hui existe dans quasiment toutes les écoles de Grigny, qui fait qu'on met sur un même piédestal le parent d'élève, le professionnel de la ville et l'enseignant pour qu'on démystifie le rapport à l'école, parce que dans nos quartiers populaires, souvent l'école, elle est très éloignée Concrètement, ça se matérialise comment? par beaucoup de temps d'échange et de parole entre parents, professionnels, sans rapport un peu hiérarchique. On essaie de faire en sorte que l'école n'est pas un sanctuaire. Et ça, dans les quartiers populaires, particulièrement, là où les parents d'élèves, les structures de parents d'élèves sont quand même un peu en perte de vitesse, on va se le dire. L'école peut faire peur. L'école interroge, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, on a besoin d'ouvrir l'école à la cité, tout simplement, dans un rapport de confiance. Et donc, recréer ce continuum éducatif entre le parent d'élève et l'enseignant. Je donne un exemple très concret de ce qu'on a pu faire avec le retour à la TD Carmonde. Famille, la maman, la famille d'origine turque, tiens, qui participe à Croisons nos savoirs, donc qui s'engage dans je veux savoir ce qui se passe dans l'école, mais j'ai pas les codes en fait. Et le premier code que j'ai pas, c'est celui du français. Pas très bien. Et donc, j'ai peur de m'adresser à quelqu'un qui représente le savoir, c'est l'éducation nationale qui instruit. Après cette expérience croisant les savoirs, on met tout le monde autour de la table, on discute, etc. Cette femme, elle arrive à la fin un témoignage qui est remarquable, qui dit, vous savez, moi, un jour, mon fils, il était en CM2 et je lui ai dit, tous les soirs, moi, j'ai envie que mon fils y réussisse. Et donc, que mes enfants réussissent. Et donc, mon fils, il arrive en CM2 et un après-midi, en sortant de l'école, il n'a pas envie de faire ses devoirs. Et il me dit, non mais maman, toi, tu sais même pas parler, toi, en fait. De quoi tu parles? Et sa mère, elle avait trouvé la confiance à travers cette expérience-là. Et elle avait dit, hé, c'est parce que moi, j'ai pas été à l'école que toi, tu dois apprendre. Et donc, viens, on va aller voir maintenant ta maîtresse et on va régler tout ça. Le gamin, il s'est mis à étudier. Et donc, c'est aussi la question du comment les parents retrouvent confiance par ce lien de coéducation à travers le lien qu'ils ont avec les professeurs, avec les enseignants ou même avec les animateurs et éducateurs. Ceux qui font de l'aide aux devoirs sont des personnes ressources aussi pour les parents. Et donc, si personne ne se parle, le gamin, il va aller dans tous les trous de souris, hein. Il va créer des stratégies, alors pas tous, mais beaucoup, pour échapper à une règle, un truc, un machin, un bidule. Là, on a des expériences où la communauté adulte considère qu'elle a une part de responsabilité dans l'acte éducatif. Un animateur, il ne va pas remplacer un prof. Et donc, on ne met pas en concurrence. Un parent, il ne va pas remplacer un prof. Par contre, chacun a un moment une autorité sur l'enfant. J'imagine que ça a plein de
de vertu, même pour le bien-être des professeurs? Parce qu'on entend beaucoup parler de la violence qui peut être, Ouais. que peuvent subir certains professeurs, notamment de certains parents d'élèves. Là, ça contribue quand même à recréer des ponts, non? Oui, oui, ça crée des ponts vraiment, très concrètement et il y a des écoles qui sont engagées dans ces démarches-là. Encore une fois, ça se fait, c'est sans tambour ni trompette, il y a pas de strass, il y a pas de paillettes, il y a pas d'étoiles, mais c'est magique en fait. C'est de la relation de confiance dans un monde d'adultes qui, à un moment, ont un enfant en responsabilité. Donc ça, c'est assez magique, c'est fin, c'est fragile, c'est humain, mais quand ça marche, c'est puissant. Et donc, oui, la cité éducative, c'est nous sommes une communauté éducative. Et d'ailleurs, on a un dicton qui est issu d'un proverbe africain qui dit il faut tout un enfant pour élever. Non, pardon. Il faut tout un village pour élever un enfant. Et donc, effectivement, nous sommes tous responsables et il faut tous qu'on tire dans le même sens. Il faut que le parent sache ce qui se passe à l'école, que l'école sache ce qui se passe aussi en dehors du quartier, qu'il y a des tentations, il y a parfois des mauvaises tentations, de ce qui se passe dans les familles aussi un petit peu. Et donc, avec de l'intelligence et de la finesse, ça crée quelque chose de puissant. Aujourd'hui, les résultats à Grigny, par exemple, sur les tests d'évaluation, alors il y a les effets dédoublement de classe, il y a ces effets-là, il y a la fidélisation aussi des enseignants sur Grigny, parce qu'avant ils tournaient beaucoup. Par exemple, dans les collèges, lorsque l'éducation nationale met son nez sur les quelques chiffres, il y a un chiffre qui est terrible, c'est un prof de collège reste 2 ans et 7 mois à Grigny. Qu'est-ce que vous voulez faire à 2 ans et 7 mois dans un collège? Constituer une équipe éducative qui porte un projet pédagogique et qui accompagne au mieux les enfants. C'est pas possible. Il se trouve que dans l'élémentaire et le primaire, il y a une fidélisation et donc ça permet aux enseignants d'abord de gagner en expérience, de gagner oui, en expérience, en confiance. Et donc il y a des projets d'équipe pédagogique qui sont absolument incroyables dans les écoles de Grigny. Et donc tout ça cumulé, un petit coup de petit déjeuner, un petit coup d'effort en plus parce que on va un peu plus on met du théâtre dans l'école, on met de la musique dans l'école, on met du cirque dans l'école. En fait, on voit que tous ces ingrédients-là, on a réussi à les mettre et aujourd'hui, résultat, statistique, il y a une progression en école primaire des résultats. Les résultats à Grigny sont parfois la moyenne grinoise est supérieure à la moyenne des REP+ en France et parfois même sur certains tests en REP. Et la question, c'est comment est-ce qu'on permet à d'autres communes de s'en saisir et même un petit peu plus largement, comment est-ce qu'on parvient, à porter une forme de plaidoyer sur ces questions éducatives, qui est porté par des structures, comme, je pense aux associations Vers le haut ou, L'école change demain, pour permettre donc 2 choses, comme je l'évoquais, à la fois de d'essaimer, de permettre, à d'autres municipalités de, faire bouger les choses au niveau local et comme vous l'avez évoqué, il y a quand même beaucoup de choses qui dépendent de l'éducation nationale. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à faire, aussi, bouger les choses au niveau de l'État, pour que ça évolue? Grigny est une ville aux 1000 défis et dans le défi éducatif que nous avons des interlocuteurs éducation nationale qui ont compris qu'il fallait accélérer, changer. Alors parfois on pousse et ça gêne. Parfois ça met du temps à être compris, nos coups de colère, nos avancées, nos demandes, nos exigences. Euh, mais il faut se dire que les villes populaires ont un atout majeur, c'est sa jeunesse. Ce sont les quartiers les plus jeunes de France. Je dis bien de France. Et donc, soit on donne à cette jeunesse les capacités de participer pleinement à la vie de la nation, à l'avenir de cette République, soit on considère qu'ils n'ont pas d'avenir, mais auquel cas on ne se donne pas d'avenir à la France. Parce que la dynamique démographique, elle est comme ça et ça ne changera pas. Et donc, on a là une pépite. L'avenir de la France se joue dans l'école des villes populaires. Et donc, si l'éducation comprend que sa mission, c'est de former des adultes de demain et que la jeunesse, elle est majoritairement là. Et si on fait contre elle ou pas avec elle, ça va mal finir. C'est la réalité, en fait. Et donc, il y a un rôle puissant de l'éducation nationale de faire ça. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'on considère qu'on fasse alliance. Je n'aime plus le mot de partenaire, je préfère une alliance.
Il faut que localement, même à une autre échelle, mais que on crée des alliances entre éducation nationale, ville, ça reste le cœur du réacteur. Mais bien évidemment, il y a les parents d'élèves. Mais bien évidemment, il y a le monde associatif. Et dans cet écosystème de la cité éducative, le monde associatif est très important. Ça va du club sportif à côté, parce que le sport, c'est de l'éducation. Et quand on parle de continuum éducatif, ce qui se passe dans un gymnase ou sur un terrain, ça reste de l'éducation. Et donc, il faut qu'on considère que le sport, c'est pas la cinquième roue du carrosse et c'est pas de l'occupationnel, mais c'est un acte éducatif puissant, du faire par l'apprendre, qui est complémentaire de ce qu'on apprend à l'école, et qu'on peut retrouver à travers la pratique sportive ou la pratique d'un instrument de musique. Moi, je dis souvent, le solfège, c'est une autre langue. Et donc, il faut apprendre. Et donc, comment le sport et la culture deviennent des supports d'une vision éducative parce que là aussi, on peut apprendre à faire autrement. Par exemple, à Grigny, on fait de la musique classique autrement. On fait de la musique classique collectivement et on fait un concert très rapidement, même si on connaît que 2 notes. Parce que le copain, il en connaît 4, l'adulte, il en connaît 15. Et si on fait bien les choses, on arrive à faire un collectif et à faire de la musique. Euh, Sur la question du sport, on a des licences qui sont quasiment gratuites, 1000 enfants de plus. On a et donc 40% de femmes. Il se trouve qu'entre pratique sportive et résultats scolaires, c'est juste que toutes les études montrent qu'il y a un peu un lien, y compris quand on fait du piano, je sais pas, de la danse, tout ce que l'on veut. Et donc, il faut considérer que la réponse, elle n'est pas uniquement éducation nationale. Par contre, c'est un moteur qui est puissant. Dans nos collèges aujourd'hui, on a des classes à horaire aménagé sport, on a des classes à horaire aménagé musique. C'est aussi un climat. Ce sont des lieux d'apprentissage. On continue à apprendre quand on fait du sport ou de la musique ou du théâtre ou du cirque ou que sais-je encore, ou du dessin par exemple. Et donc on doit offrir cette multiplicité à des enfants qui naturellement ne sont pas vers ça. Culturellement, voilà, pas beaucoup de parents qui ont fait du piano et qui obligent leurs enfants à faire du piano par exemple. Et donc, pour autant, moi, je suis heureux quand je vois des gamins qui vont de Grigny 2 jusqu'au conservatoire avec leur violoncelle qui est très lourd et ils ont du mal à se déplacer dans la rue, mais ils y vont à 4-5, ils ont leur truc et ils vont faire de la musique. Donc, cette alliance-là, il faut qu'elle soit comprise de tout le monde. Et là, les maires, ils ont un rôle particulier. Soit ils sont ensembliers, soit ils sont dans leur ligne, dans leur couloir de nage et ils font seuls et voilà, ça marche pas. Donc voilà, il y a cette dimension d'ensemblier, de l'alliance. Il faut créer les alliances, effectivement, avec des associations nationales qui font des choses remarquables et on a besoin de se nourrir, de s'inspirer de pratiques, ça et là. Moi, je le dis franchement, Grigny a l'image, pardon, d'être une ville laboratoire et expérimentale. D'abord, on n'a pas d'autre choix, parce que sinon on n'y arrive pas, de faire un pas de côté, d'expérimenter, de chercher, parfois de se planter, des fois de redresser la situation, et on va s'inspirer ailleurs. L'apprentissage de la musique, ça s'appelle El Sistema. La question de la gratuité ou de la quasi-gratuité des licences sportives, d'autres villes l'ont fait depuis bien longtemps. Par contre, il faut mettre tout ça, challenger tout ça dans une même vision, avec cet impératif d'alliance, parce que ensemble, on va plus loin quand même. On va arriver sur les dernières questions de cette interview. Alors, on a beaucoup parlé de vos combats, mais j'aimerais qu'on s'arrête de petites minutes sur vos échecs. Quel est votre plus grand échec en tant que mère? Waouh! Alors ça, mon échec. Sur quoi je me suis planté, que je regrette beaucoup, c'est que je suis impatient et donc j'ai des trucs qui durent trop longtemps. Il y a un film qui est sorti de Thomas Kruithof il y a quelques années. Thomas Kruithof est réalisateur de films politiques et sociaux. Il était venu ici parce qu'il travaillait sur les copropriétés, les maires, etc. Le film s'appelle Les Promesses, avec Isabelle Huppert qui joue le rôle d'une mère. Ce Reda Kateb comme chef de cabinet. Et le sujet, c'est une espèce de thriller politique, social, sur la vie d'une copropriété qui prend l'eau. Un peu comme Grigny, un peu comme Clichy. Et il y avait un mot, une phrase qui me revient constamment, c'est de Reda Kateb qui dit, mais vous savez, qui parle à la mère, Isabelle Huppert, qui dit, mais vous savez, la patience, c'est l'arme des pauvres.
En clair, puisqu'on était pauvres, il fallait qu'on attende et tout mettait du temps, en fait. Et donc, à votre question, mon échec, c'est que je sais que chaque mois, chaque semaine perdue dans des négociations pour rétablir des situations, pour ce qui est des engagements plus francs, c'est autant de temps perdu. En fait, on court après le temps. Les crises sont plus rapides que les politiques publiques qu'on met en œuvre. Et donc, ce sentiment de la patience, c'est l'arme des pauvres, et en même temps, de voir que même si vous faites un exploit sur, par exemple, des moyens exceptionnels sur Grigny 2, ouah, quand on regarde en vrai, la situation, elle s'améliore pas tout de suite, immédiatement. Et donc, ce décalage entre, ouais, les crises, elles vont toujours plus vite dans les quartiers pop, et on court toujours après. Et donc, je sais pas si c'est. Moi, j'aimerais bien d'être un peu devant, que nos politiques, quand même, au bout d'un moment, allez, on s'arrête, on stabilise une situation et on arrête de courir dans tous les sens. Donc, c'est le sentiment d'amertume, de non-réalisation plus que d'échec, de toujours courir après. Et même si on essaye d'anticiper, penser la ville dans 10 ans, on anticipe la ville dans 10 ans. Et en même temps, voilà, c'est un territoire d'urgence et de violence. Et donc, voilà, ça c'est mon. Je sais pas si c'est un échec. Non, c'est pas un échec. Non, non, des erreurs, oui, évidemment. Personne n'est parfait, on n'a pas la baguette magique. Euh, En même temps, en 12 ans, on a déplacé quelques collines, hein. Je ne vais pas dire encore des montagnes, mais quelques collines. Pour vous, c'est quoi la plus grosse? Faire respecter Grigny et les Grinois. Et ma plus belle réussite est dans ce moment où je crois qu'on a retrouvé un peu de dignité collective. Et alors, est-ce que vous vous voyez maire encore longtemps pour faire respecter cette dignité collective? J'ai pas de plan de carrière. Je suis désolé, j'ai pas fait comme les autres. J'ai pas de grande figure inspirante, j'ai pas de plan de carrière, je rêve pas d'être ministre, je rêve pas d'être député, je rêve pas d'être sénateur. Moi, j'ai le sentiment de servir mon pays, en fait, en faisant cette fonction-là. Parce que Grigny est d'intérêt national, tant sur le volet urbain, mais aussi les défis qu'on a à relever. Et donc, moi, j'ai l'impression de servir mon pays et que liberté, égalité et fraternité, qui est sur le fronton de la mairie, est quelque chose aussi qui m'anime. Encore une fois, j'ai ma coloration politique, j'ai mon parcours politique, mais servir Grigny et être utile à Grigny, avec un sentiment, vous l'avez compris, très intime, un rapport très intime avec cette ville. Moi, je suis utile à mon pays, et donc ça me. Voilà, et puis après, je sais qu'il faut passer la main parce qu'on est usé, parce que les générations, elles changent rapidement, parce qu'il faut faire et il faut pas. Et peut-être que j'ai envie de faire autre chose à un moment. Dernière petite question avant de terminer. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui souhaiterait monter une liste au municipal en 2026? Engagez-vous avec humilité, détermination et de la joie. Un joli mot de la fin, dans la joie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup. On a jusqu'ici assez peu parlé d'éducation dans les différents épisodes de Vie de mère. Pourtant, comme aime à le dire Philippe Rio, l'éducation est la mère de toutes les batailles. Et en la matière, les communes ont quelques armes à faire valoir, comme il nous l'a expliqué avec son projet de cité éducative. C'est précisément la raison pour laquelle des associations comme l'École Change Demain ou encore Vers le Haut ont appelé dans une tribune commune publiée récemment dans Le Monde à reconnaître l'éducation comme un enjeu majeur des prochaines municipales, en rappelant que les communes peuvent être des lieux d'innovation éducative majeure, capables de transformer les conditions d'apprentissage bien au-delà du seul cadre scolaire de l'éducation nationale. Et pour trouver un peu d'inspiration et être accompagné dans cette démarche, je vous invite à aller consulter le Tour de France des initiatives pour une école plus juste et heureuse pour tous, conçue par l'École Chance Demain. On y retrouve par exemple à Baden, dans le Morbihan, un atelier intergénérationnel où chaque semaine, des artisans retraités passionnés transmettent aux enfants le plaisir de fabriquer, réparer et créer de leurs mains. On y retrouve aussi à Castelnau-le-Lez, dans l'Hérault, une équipe éducative qui a imaginé un espace d'apaisement pour les enfants autistes,
permettant une inclusion réelle, respectueuse des besoins de chacun. Preuve que s'il faut tout un village pour élever un enfant, une équipe municipale qui ose rêver ne sera jamais de trop. À bientôt dans une prochaine vie de mère. Vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, alors on imagine qu'il vous a plu. Pour nous soutenir, laissez-nous des étoiles, des commentaires, partagez l'épisode à vos copains et suivez-nous sur Instagram @vie de mère. Chaque soutien est hyper précieux. À bientôt dans une prochaine vie de mère.